Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va tester la RX 7600 XT d'AMD, une des cartes avec 16 Go de VRAM les moins chères sur le marché actuellement. Est-ce que ça en fait une bonne affaire pour autant? C'est ce qu'on va essayer de voir juste après la suite Ponceau, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors la 7600 XT, c'est une carte sortie un petit peu de nulle part, puisque c'est vrai qu'au sein de la gamme RDNA 3 d'AMD, il restait pas vraiment beaucoup de place pour glisser une carte entre la RX 7600 et la 7700 XT avec les puces actuelles, puisqu'en ce qui concerne la RX 7600, on était déjà sur la puce Navi 33 complète, et pour la 7700 XT, on était déjà sur du Navi 32 déjà pas mal découpé. Donc pour faire une 7600 XT entre les deux, on pouvait imaginer soit du Navi 32 encore plus castré, ce qui aurait probablement pas beaucoup de sens d'un point de vue économique, et aussi fabrication de la part d'AMD actuellement, et c'est sûrement pour ça qu'AMD s'est dirigé vers la deuxième solution, à savoir réutiliser Navi 33, mais en augmentant la quantité de VRAM et en boostant les fréquences du GPU, au prix d'une augmentation de la consommation assez substantielle, comme on le verra plus tard. Donc on n'est pas juste sur une 7600 16 Go, comme Nvidia l'avait fait avec la 4060 Ti 16 Go, qui était restée identique en dehors de sa VRAM en plus, mais on n'en est pas très loin non plus, puisque si on regarde les specs un petit peu plus en détail, on peut voir qu'avec la RX 7600 de base, on est sur du Navi 33 sur le process 6N de chez TSMC, avec 32 compute units, et RT Core, 128 EMU, 64 Hop, avec une fréquence GPU en boost de 2655 MHz, un bus mémoire 128 bits avec 8 Go de GDDR6 à 2250 MHz et 32 Go de cache L3 et un TDP de 165 watts. Et donc pour la 7600 XT, c'est quasiment identique, sauf sur la fréquence en boost du GPU qui passe à 2755 MHz, donc 100 MHz de plus et 16 Go de RAM au lieu de 8, et une conso qui passe de 190 watts, soit 15% de consommation en plus. Donc fréquence plus élevée et consommation en hausse, ça veut aussi dire que probablement la carte arrive à maintenir son boost plus longtemps que je dirais que la 7600 de base, puisqu'elle peut consommer plus, et la RAM en plus, ça consomme également un petit peu plus. Donc c'est aussi pour ça que le budget consommation est quand même en forte hausse par rapport à la RX 7600 classique. Important de rappeler aussi que pour passer de 8 à 16 Go de VRAM sur un bus 128 bits, AMD a dû procéder de la même manière qu'NVIDIA pour la 4060 Ti 16 Go, à savoir une implémentation en clamshell de la VRAM, et donc on retrouve 8 Go de VRAM sur le devant et l'arrière de la carte. Et au niveau du prix, on passe d'un tarif de 270 $ pour la 7600 à 330 $ pour la 7600 XT, et donc un tarif officiel de 365 € chez nous, après conversion et ajout de la TVA, soit quand même plus de 25% plus cher que la 7600 classique, qui tourne souvent aux alentours des 290 € actuellement chez nous. Donc bref, on va aller voir ce que ça donne au niveau des performances, avec la carte du jour qui est donc la 7600 XT Pulse de chez Sapphire. Alors je sais, je teste quasiment toujours des Sapphire Pulse avec les cartes d'AMD, tout simplement parce que ce sont souvent les plus faciles à trouver au moment de la sortie, au tarif de base, et c'est aussi quasiment toujours les moins chers. Et en ce qui concerne la carte en elle-même, alors le système de refroidissement, il est bien meilleur que celui de la 7600 Pulse, puisque que ce soit au niveau des ventilateurs qui sont plus grands, le rad qui est aussi bien plus solide, ça nous permet d'avoir une carte bien plus discrète, avec quand même 2 dBA de moins pour la 7600 XT par rapport à la 7600, ce qui est quand même une grosse différence au niveau du bruit, et on retrouve ici une carte quand même bien refroidie et plutôt discrète. Au niveau de la taille, on est sur 25 cm en longueur, 13 en largeur, et au niveau de l'épaisseur, c'est du dual slot avec 4.4 cm, une backplate en métal avec des pattes thermiques pour dissiper la chaleur de la RAM sur l'arrière de la carte. Au niveau du look, c'est dans la lignée, je dirais, de la gamme Pulse RDNA 3, et on est ici sur un entre-deux au niveau de la taille,
entre la 7600 et les 7700 XT, 7800 XT. Donc c'est relativement sobre, même si les accents rouges ne plairont pas à tout le monde, hein, clairement. Pas de RGB, c'est du simple mais efficace. Bon point par contre pour Sapphire, c'est au niveau des étiquettes qui sont sur la tranche en dessous de la carte, ce qui nous laisse une backplate propre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, je pense, devrait généraliser. Les étiquettes sur les backplates, qui est souvent ce qu'on voit le plus au niveau des GPU, au final, c'est quand même pas très très joli. Donc le fait que là, ce soit en dessous, c'est bien vu, et j'espère que plus de marques le feront par la suite aussi. Au niveau de l'alimentation, on est sur du 2x8 pins classique, et pour les sorties vidéo, on a 2 DisplayPort 2.1 et 2 HDMI 2.1 là aussi, ce qui change un petit peu du 3 DisplayPort, 1 HDMI classique qu'on retrouve sur la plupart des GPU. Alors par contre, j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi AMD ici a apparemment obligé les constructeurs à mettre du DisplayPort 2.1 pour les 7600 XT, puisque de toute façon, les cartes sont totalement incapables d'exploiter des débits aussi élevés. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup de sens de l'imposer de manière aussi franche ici par rapport à la 7600 qui n'en avait pas forcément besoin. La plupart du temps ça servira à rien, mais bon, du coup c'est là, ça fait peut-être aussi monter un petit peu les tarifs pour rien, un petit peu dommage. Donc pas grand chose d'autre à dire en ce qui concerne la carte Pulse de chez Sapphire, hein. Pour moi c'est plus réussi que sur la 7600 de base, qui était correcte, mais qui n'était clairement pas la carte la plus discrète au monde. Là c'est quand même beaucoup mieux, c'est dans la même lignée que les 7700 et 7800 XT qui étaient de très bons modèles dans l'ensemble. Et en ce qui concerne les performances, pour le test d'aujourd'hui, je m'étais dit que c'était plutôt intéressant de faire un petit peu le point sur les cartes qu'on trouve dans le commerce, sur l'entrée de gamme à l'heure actuelle, et aussi de comparer les cartes des différents constructeurs avec des modèles 8 et 16 Go qui sont assez proches au niveau des specs, pour voir s'il y a des différences de comportement entre les différents constructeurs justement. Donc on aura la 7600 et 7600 XT, les 4060 Ti 8 et 16 Go, même si oui, la 4060 Ti 16 Go ne joue pas dans la même catégorie au niveau du tarif, et on aura aussi les Intel A750 et A770 qui ont 8 et 16 Go. Alors je sais, c'est pas exactement la même chose, puisque la 750 est une version castrée de la 770, mais elles ne sont pas si loin que ça non plus au niveau des performances, et ça reste un parallèle assez intéressant entre la 7600 et la 7600 XT, je trouve. En ce qui concerne les drivers, alors j'ai utilisé les derniers drivers en date pour toutes les cartes en dehors de la 770 et la 3060 Ti et 6700 XT qui tournent sur les drivers précédents, puisque je les avais benchés pour mes autres tests du mois de janvier. Et du coup c'est aussi important de rappeler qu'avec les derniers drivers d'AMD qui accompagnent la sortie de la 7600 XT, on a des petits soucis de stutter dans certains jeux. Pour moi par exemple c'était sur Avatar, où c'était quasiment inutilisable le titre en dehors du mode fenêtré, que j'ai donc utilisé pour faire les tests sur ce jeu là. Le protocole de test, la config et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. On ira aussi faire un petit tour du côté de la FMF, vu qu'il a été intégré de manière officielle dans les drivers. Enfin bref, allons voir les benches, c'est parti. On démarre donc avec Blender Open Data 4.0. Alors on sait, sous Windows, c'est toujours pas trop ça pour les cartes d'AMD. Par contre, c'est intéressant de voir que la 7600 XT ici arrive quasiment au même niveau de performance que la 6700 XT. Mais on reste quand même très loin de la carte Nvidia, puisque même la RTX 3060 reste quand même plus de 40% au-dessus. Et en ce qui concerne les cartes Intel, je trouve qu'elles s'en sortent pas si mal que ça pour un premier jet sous Blender. Et on enchaîne avec Stable Diffusion 1.5 en 512 par 512, qui n'est pas un scénario où les 8 Go de RAM sont particulièrement pénalisants. On peut voir que les optimisations DirectML, Onyx et Olive pour AMD permettent d'avoir des résultats en net progrès entre RDNA 2 et RDNA 3, puisqu'ici la 7600 XT est quasiment 2 fois plus rapide que la 6700 XT. Mais c'est vrai qu'ici aussi on reste quand même assez loin des performances des cartes de chez Nvidia ou d'Intel, même si la 7600 XT arrive plus ou moins au même niveau de performance que la 3060 Ti ici. Pour SDXL en 1024 par 1024, qui est un modèle où il n'y a pas d'autre optimisation que pour les cartes d'Nvidia, donc il y a juste les RTX ici, mais c'est pas totalement inintéressant non plus, puisqu'on peut voir qu'ici les 8 Go de VRAM sont pénalisants pour la 4060 par exemple, qui fait ici moins bien que la 3060 Ti, là où c'était pas le cas pour les autres tests, donc on peut supposer que la bande passante mémoire joue son rôle aussi ici. On peut voir également que la 3060 12 Go est très légèrement devant à la fois la 3060 Ti, la 4060 et la 4060 Ti 8 Go grâce à ces 12 Go de VRAM. Par contre, on voit aussi que la 4060 Ti 16 Go prend largement l'ascendant sur les autres cartes, donc clairement sur des modèles d'intelligence artificielle plus lourds, la VRAM en plus, ça peut avoir une grande importance, et je pense qu'on doit retrouver plus ou moins le même type de gain sur les cartes d'AMD et Intel entre 8 et 16 Go de VRAM. On passe maintenant sur le gaming avec Alan Wake 2 en 1080p Medium. Alors ici, clairement, la 7600 XT se débrouille beaucoup mieux que la 7600 avec environ 20% d'écart, ce qui est quand même assez massif. Et c'est un écart bien plus large que pour les cartes d'Intel ou d'Nvidia, puisqu'on voit que les 4060 Ti sont quasiment à égalité,
Donc clairement, la gestion de la VRAM ici est différente entre les marques et n'apporte pas le même type de gain. En 1440p, on retrouve le même type d'écart, et clairement, c'est un jeu où la 7600 XT s'en sort plutôt bien, puisqu'elle tient tête à la 6700 XT la plupart du temps. Pour Assassin's Creed Mirage, par contre, c'est vrai que le comportement est quand même assez différent, puisqu'on a juste là quelques pourcents de mieux pour la 7600 XT vis-à-vis de la 7600, et un avantage pour la 6700 XT. On voit également que les cartes d'Intel sont pas spécialement à la fête sur ce titre-là, puisqu'elles ont un score quand même assez bas, et que ce soit en 1080p ou en 1440p, le classement change pas énormément. Mais on voit que clairement, la 6700 XT est mieux armée pour le 1440p que les 7600 sur ce titre-là. Pour Avatar Frontiers of Pandora, alors pas de gros gain pour la 7600 XT vis-à-vis de la 7600. La 6700 XT est quand même bien plus à l'aise sur ce titre-là par rapport aux nouvelles petites cartes RDNA 3. Par contre ici, c'est un titre où la 4060 Ti 16Go est un ton au-dessus de la 8Go, que ce soit en 1080p ou en 1440p, donc ici encore, on voit que selon les jeux et les marques, les 8Go contre les 16Go de VRAM peuvent se comporter quand même assez différemment. Pour Cyberpunk 2077 ici, alors pas de gros gain pour la 7600 XT face à la 7600, on retrouve une 6700 XT ici encore, un petit peu plus à l'aise que ce soit en 1080p ou en 1440p, même si l'écart n'est pas non plus incroyable. Pour Hogwarts Legacy, alors pas grand chose à dire ici, 7600 et 7600 XT quasiment à égalité, et une 6700 XT un bon cran au-dessus. La VRAM ne change pas grand chose ici en 1440p. Bon, c'est un classement relativement similaire à ce qu'on trouve en 1080p. Pour Ratchet & Clank Rift Apart, alors par contre c'est un jeu où la VRAM a un impact quand même bien plus important que dans la plupart des autres titres, et ça même à partir du 1080p. Et pour les trois marques, est-ce que c'est à cause de son implémentation de Direct Storage? Probablement, mais clairement, on voit que la 7600 de base choque complètement, il arrive au même niveau de performance que la 6600, et la VRAM permet à la 7600 XT d'avoir de bien meilleures performances. Mais on reste malgré tout quasiment 20% derrière la 6700 XT. En 1440p, c'est le même constat pour les trois marques, avec plus de 8Go de VRAM, ça permet d'avoir de meilleures performances, puisqu'on voit que chez Nvidia aussi, c'est un jeu où la 3060 12Go rattrape la 4060 avec ses 8Go de VRAM. Pour Star Wars Jedi Survivor, alors ici, ce qu'on peut noter, c'est que la VRAM supplémentaire permet d'avoir un framerate plus stable, comme on peut le voir, sur le 1% tile, qui est plus élevé sur les cartes avec plus de VRAM, même en 1080p. Et en 1440p, c'est encore plus flagrant, puisque la 7600 XT a un framerate bien plus stable sur le titre que la 7600 classique. Les écarts sont un petit peu moins violents pour les 4060 Ti ou les cartes d'Intel, même s'il reste une différence là aussi, particulièrement sur la stabilité des FPS. On passe ensuite sur The Last of Us Part 1, alors en détail élevé, on est un petit peu sur un point de bascule au niveau des performances et au niveau de la quantité de VRAM. En 1080p et en 1440p, je dirais qu'on est à la limite. Ça passe, mais on commence à avoir des petits à-coups de temps en temps. Ça reste jouable, mais c'est pas une expérience aussi agréable qu'avec une carte avec plus de VRAM. Mais ça passe. Par contre, si on mettait les détails en mode ultra, on aurait beaucoup plus de problèmes avec les cartes qui ont moins de 12 Go de VRAM. Malgré tout, on voit aussi que la 7600 XT reste un petit cran plus à l'aise que la 7600 sur le titre, mais on reste quand même assez loin derrière la 6700 XT qui s'en sort beaucoup mieux sur ce titre-là. Alors j'ai également fait des tests en ray tracing et en path tracing par curiosité plus qu'autre chose, car ce sont clairement pas des cartes que j'estime capables de faire du ray tracing de manière convenable, même en 1080p, sans faire de grosses concessions, ou devoir faire appel à l'upscaling, ce qui est vraiment pas idéal. Et comme on peut le voir ici, sur Alan Wake 2, en ray tracing low, qui est le seul mode sans path tracing sur le titre, il n'y a aucune carte qui est capable de maintenir les 60 FPS ici, même la 4060 Ti 16Go qui coûte environ 500 balles, le 1080p, ray tracing bas, ça n'atteint pas les 60 FPS. Mais bon, si on observe un petit peu ce qui se passe pour la 7600 XT, c'est vrai que ces 16Go de VRAM, ça lui permet de mieux s'en sortir avec le ray tracing. Mais au final, ça sert pas à grand chose puisque c'est injouable pour les deux cartes. En 1440p, alors je vais étonner personne, c'est totalement injouable sur toutes les cartes. Aucune n'arrive aux 30 FPS de base. Pour Cyberpunk 2077 avec Ray Tracing Ultra, alors oui, la 7600 XT s'en sort ici aussi mieux que la 7600 grâce à sa VRAM, mais c'est totalement injouable quoi qu'il arrive. Les GeForce s'en sortent mieux sur ce titre-là, sans grande surprise, mais ici encore, on est quand même assez loin des 60 FPS de base, et en 1440p, là c'est une boucherie totale, aucune carte n'est capable de faire tourner le jeu dans ces conditions-là. Pour Hogwarts Legacy, qui est un jeu quand même un petit peu plus léger au niveau du ray tracing, alors c'est mieux, pour les 7600 on n'arrive toujours pas aux 60 FPS, mais ici encore, on voit que les 8Go de VRAM en plus permettent de meilleures performances pour les trois marques. En 1440p, c'est comme d'habitude, aucune carte n'arrive aux 60 FPS avec ray tracing d'activer.
c'est totalement inutilisable. Pour Ratchet & Clank, qui était un jeu qui appréciait déjà énormément la VRAM sans ray tracing, on voit qu'ici c'est encore accentué avec la 7600 XT qui atomise complètement la 7600 sur ce titre-là, la 7600 est en PLS total, au point où la 6600 finit devant. Alors je sais, c'est bizarre, mais j'ai refait le test plein de fois, j'ai aussi essayé avec des drivers plus anciens, et ça faisait la même chose. Après, c'est un titre où il y a parfois des comportements assez étranges, où j'avais déjà un petit peu eu le même problème avec des cartes d'NVIDIA. En 1440p, la seule carte qui maintient du 60 fps sur le test, c'est la 4060 Ti 16 Go. Et on voit aussi que la 770 d'Intel s'en sort pas si mal que ça sur ce jeu. C'est quand même assez rare pour être souligné. Alors j'ai aussi voulu voir ce que ça donnait avec le path tracing, et comme d'habitude ici, je l'utilise avec upscaling directement en mode quality, même en 1080p, plus par curiosité qu'autre chose, puisqu'on se doute bien que sans upscaling, ce sera une catastrophe totale. Alors sur Alan Wake 2, clairement, les Radeons sont en grande difficulté, et la 6600 ne démarre même pas, ça crache directement. Mais on voit aussi que la VRAM en plus permet tout de même à la 7600 XT d'arriver aux 30 fps de moyenne, tout comme la 770, mais clairement les GeForce sont largement au-dessus dans ces conditions-là, même si on est sur du 1080p upscalé, pas de quoi s'extasier au niveau de la qualité d'image, c'est pas franchement idéal, c'est pas franchement hyper satisfaisant, surtout pour des cartes à ce tarif-là. En 1440p avec upscale en mode quality, alors les 16 Go de VRAM ici, ont un gros impact au niveau des performances, mais c'est injouable pour les 7600, et ici, frame generation ou pas, les performances de base sont trop faibles pour les GeForce également, pour avoir quelque chose d'agréable à l'utilisation. Pour Cyberpunk 2077, alors c'est encore pire, puisque là, même en 1080p upscale, personne n'arrive aux 60 fps de base, donc quasiment inutilisable, et en 1440p, c'est un carnage total, c'est totalement inutilisable. J'ai fait des tests aussi dans d'autres jeux avec upscaling, pour les jeux qui ont du ray tracing en 1080p, pour voir si certaines cartes y arrivent. Je vous laisse aller voir ça plus en détail dans la vidéo annexe qui est en lien dans la description de la vidéo. Il y a aussi des tests avec upscaling dans les autres jeux en 1440p avec des tailles quality, qui est, je dirais, la limite basse pour moi pour l'upscaling. On arrive donc au récap des performances en 1080p rasterisation. Alors, on voit qu'en moyenne, la 7600 XT est quasiment à 9% au-dessus de la 7600, mais cette différence se fait surtout sur certains titres où la VRAM a plus d'importance que dans d'autres. Dans la plupart des jeux, en fait, on est plus en dessous des 5% d'écart. Malgré tout, la 6700 XT reste quand même bien plus solide dans l'ensemble, sans grande surprise. La 7600 XT l'approche dans certains jeux, mais elle se fait quand même larguer assez violemment dans d'autres. En ray tracing, alors c'est toujours quasiment inutilisable pour quasiment toutes les cartes du panel, si on veut avoir les 60 fps de moyenne, et l'upscaling en 1080p dégrade trop la qualité d'image pour rendre l'utilisation de celui-ci pertinent pour toutes les cartes qui sont présentes dans le panel de test ici. Du coup, on passe en 1440p rasterisation, l'écart se creuse un petit peu plus entre les deux 7600, puisque là, la 7600 XT mène de 12% environ, principalement encore une fois grâce aux quelques jeux où les 8 Go de VRAM sont insuffisants, et la 7600 s'effondre, mais c'est vrai que l'écart avec la 6700 XT se creuse aussi encore un petit peu plus, puisque celle-ci est plus à l'aise en 1440p que la 7600 XT, puisque la 6700 XT arrive ici quasiment au même niveau de performance que les 4060 Ti, qui sont clairement plus à l'aise en 1080p que sur les résolutions supérieures. Et en 1440p avec ray tracing, alors évidemment c'est un carnage total, aucune des cartes de cette gamme-là n'est capable de faire tourner ces jeux de manière correcte, même avec upscaling, c'est souvent les jeux où le ray tracing n'est pas très lourd, où ça peut se passer un petit peu plus correctement, mais dans l'ensemble, c'est pas terrible. Au niveau de la consommation maintenant, c'est assez compliqué pour la 7600 XT avec environ 200 watts de consommation en jeu, et c'est vrai qu'elle se retrouve avec une efficacité énergétique quand même un bon cran en dessous, même la 7600 de base, et on est du coup très loin des RTX 4000. Pareil en ce qui concerne les cartes graphiques de chez Intel, là aussi c'est pas vraiment terrible point de vue efficacité énergétique, puisque la 770 et la 750 utilisent une puce quand même assez grosse et assez énergivore pour des performances au final équivalente à une RTX 3060 qui est beaucoup plus petite, et même si elle est sur un process de fabrication moins bon que les cartes d'Intel, elles font du coup à peine mieux que la vieillissante 1080 Ti. Pour l'overclocking, alors pour les Radeon, c'est toujours un exercice où il faut coupler l'overclocking et l'undervolt pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors on voit qu'en augmentant le power limit, en boostant la RAM et en laissant la fréquence maximum libre on va dire, on a un gain de 2 fps.
pour une consommation qui augmente de pas loin de 20 watts. Donc ça, quand on fait de l'overclocking avec des cartes en RDNA 3, je dirais c'est la première étape. Ensuite, on va aller baisser le voltage pour que la carte trouve la fréquence maximale où elle va se stabiliser. Voltage le plus bas possible, ce qui va nous faire gagner en fréquence et diminuer la consommation. Et donc si on baisse le voltage à 1.15, qui est le plus bas que ma carte prenait ici, on voit que la fréquence boost passe maintenant à quasiment 2900 MHz et la conso revient à un niveau similaire à ce qu'on avait à stock et ça permet un gain de quasiment 7%, ce qui est sympatoche, même si sur ce titre-là, ça reste juste 4 FPS de plus qu'à stock, ce qui va pas changer grand-chose. Alors on va faire un petit tour du côté de la FMF, puisque maintenant celui-ci est disponible dans le driver officiel AMD, depuis la sortie de la 7600 XT, puisqu'avant la FMF était sur une branche à part des drivers, fallait aller le chercher si on voulait vraiment l'utiliser. Alors, ça veut dire qu'AMD estime que celui-ci est maintenant suffisamment bon pour être dans la branche officielle, donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Par contre, il y a quand même plusieurs choses à rappeler. La FMF, c'est quoi déjà de base? Eh bien, c'est du frame generation fait par les drivers. Ça a des forces et des faiblesses. La grande force, bien évidemment, c'est que du coup, ça fonctionne dans quasiment tous les jeux DirectX 11 et DirectX 12. Par contre, la faiblesse, c'est que ce ne sera jamais aussi bien qu'une implémentation officielle du FSR3 Frame Generation ou du DLSS3 Frame Generation dans les jeux. Donc pourquoi est-ce que c'est moins bien qu'une implémentation du Frame Generation par le FSR3 ou le DLSS par exemple? Eh bien tout simplement parce que ça fonctionne par les drivers justement. Et comme ça fonctionne par les drivers, l'algorithme qui est utilisé par les drivers n'a pas toutes les informations fournies par les moteurs des jeux, ce qui est une composante importante de l'implémentation officielle même du FSR classique ou du DLSS. Donc la qualité d'image sera toujours moins bonne qu'une implémentation native. Par contre, comme c'est une technologie de frame generation, ça a aussi les mêmes forces et faiblesses que toutes les autres technologies de frame generation, à savoir qu'on va fluidifier l'affichage, donc on aura l'impression d'avoir plus de FPS à l'écran, mais en réalité le temps de réponse, lui, baisse, puisque comme le frame generation, on doit attendre la frame suivante pour en insérer une entre deux, on perd en réactivité. Alors ça se ressent pas trop quand on a beaucoup de FPS, donc c'est pour ça que de base, il vaut mieux déjà avoir des FPS plutôt solides à 60 FPS et plus pour utiliser le Frame Generation. On peut aussi utiliser diverses technologies pour rabaisser la latence à un niveau plus bas. Chez AMD, on a l'anti-lag et l'anti-lag plus, même si l'anti-lag plus n'est plus disponible depuis qu'il y a eu des problèmes avec certains jeux compétitifs avec cette technologie-là. On sait toujours pas quand est-ce que ça va revenir, si ça va revenir un jour. On a l'anti-lag classique qui baisse un petit peu la latence, mais moins par exemple que des technologies comme le Reflex d'NVIDIA qui fonctionne mieux à ce niveau-là, puisque c'est une implémentation directement dans les jeux. Et l'autre manière de gagner en latence, c'est de faire de l'upscaling, puisque l'upscaling, ça permet de gagner en performance brute, et du coup on rabaisse la latence. Si on le couple au Frame Generation, ça fait que si on couple tout ensemble, on revient plus ou moins à un niveau de latence similaire à ce qu'on avait en natif, avec moins de FPS. Et du coup, ça veut aussi dire que le Frame Generation en général, que ce soit le FSR, le DLSS ou la FMF, c'est totalement inadapté en utilisation pour des jeux compétitifs où il faut être au taquet, où on veut avoir la latence la plus basse possible. Alors je le rappelle, puisque je vois pas mal de monde en ce moment qui utilise le FSR3, le DLSS3 ou la FMF dans des jeux compétitifs, ne faites surtout pas ça. Vous vous donnez un handicap pour rien. Certes, vous allez fluidifier votre affichage, mais vous rajoutez de la latence, vous êtes moins réactif que si vous ne l'activiez pas. Vaut mieux baisser les réglages dans les jeux que d'activer du Frame Generation. C'est totalement contre-productif. Le Frame Gen, c'est très bien pour des AAA, pour des jeux un petit peu plus lents, mais pour des jeux compétitifs, ça n'a absolument aucun sens. Mais du coup, c'est vrai que le Frame Generation en lui-même, ça a une importance toute relative, puisqu'il y a quand même beaucoup, je dirais, de prérequis pour que ça fonctionne bien, pour qu'on ait le meilleur résultat possible. Donc bref, le FrameGen en général, c'est déjà une technologie pas forcément hyper simple à appréhender, mais en plus de ça, la FMF a son autre lot de problèmes avec, puisque pour avoir la meilleure qualité d'image possible, AMD a décidé, quand on bouge beaucoup sa souris, comme par exemple si je fais ça, la FMF se désactive. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas toutes les informations du moteur, justement, donc il ne peut pas calculer des mouvements de caméra brusques. Du coup, l'algorithme se coupe. Alors AMD a choisi de faire ça pour conserver une bonne qualité d'image. Personnellement, j'aurais limite préféré qu'il ne le fasse pas, ou d'avoir le choix de l'activer ou pas, à la limite. Puisque moi, le plus gros problème de la FMF, c'est justement ça, c'est que celui-ci se désactive. Et comme ça se désactive quand on fait des mouvements assez brusques, du coup le framerate n'est pas stable, ce qui est pour moi hyper désagréable. Alors après,
tout le monde n'y sera pas sensible, moi j'aime pas, si pour vous ça vous pose pas de problème, tant mieux. Si vous appréciez la FMF et que ça fonctionne bien chez vous et que vous êtes content, c'est très bien, ça n'empêche pas que ça a pas mal de limitations malgré tout, et que ça ne plaira pas à tout le monde. Du coup, là je suis avec la 6700 XT, on est sur Cyberpunk 2077, là je suis en 1080p médium, il n'y a pas la FMF d'activer. On voit qu'au niveau des FPS, on est aux alentours des 90-100, ça va dépendre de ce qu'on fait. Du coup, là je vais activer la FMF. Hop, là il est activé, et du coup on voit que les FPS ont doublé. Donc on a un gain de fluidité. Au niveau de la qualité d'image, ça reste relativement correct. Quand on se déplace pas trop vite et tout ça, ça marche plutôt pas mal. C'est aussi pour ça que des fois on voit certains tests où les gens vont en ligne droite tout droit sans qu'il se passe rien. C'est le meilleur scénario possible pour la FMF. Mais c'est pas le plus réaliste, puisque on se déplace rarement tout droit en ligne droite sans rien faire. Par exemple, quand je joue à Cyberpunk, moi je bouge de cette façon-là la plupart du temps, quand j'ai pas de bagnole. Je jump dans tous les sens, et là, comme on peut le voir, ben, les FPS redescendent, puisque la FMF se coupe. Et moi, c'est typiquement le genre de truc qui me plaît pas du tout avec la FMF. Au niveau de la qualité d'image, alors, comme la FMF n'a pas toutes les informations du moteur du jeu, justement, ben, on peut avoir certains bugs. Par exemple, on voit que là, quand on passe à travers la végétation, on voit que l'algorithme ne comprend pas trop ce qui se passe derrière, c'est pas stable. Malheureusement, on voit que le PNJ, là, il y a des choses un petit peu étranges qui se passent. C'est un problème avec la FMF. Donc au niveau de la qualité d'image, ce sera toujours moins bon qu'une implémentation native de ce côté-là. Les FPS qui baissent, qui font le yo-yo, ça pour moi c'est rédhibitoire, j'arrête pas de le dire, mais c'est pour moi vraiment le plus gros problème ici. Malgré tout, on peut diminuer un petit peu ça. Si par exemple j'utilise la manette, hop, comme à la manette, on a des mouvements légèrement moins brusques qu'au clavier souris, ça peut atténuer un petit peu le problème. Et dans des jeux un petit peu plus lents, la FMF fonctionne probablement un petit peu mieux. C'est un petit peu moins gênant que ça fasse le yo-yo. Donc tout dépend de ce que vous allez en faire, et c'est très bien d'avoir l'option, hein, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Pour moi, la FMF, c'est pas forcément une killer app, c'est pas la meilleure implémentation du frame generation, mais c'est intéressant de l'avoir dans les drivers, puisque il y a uniquement AMD qui le propose. Et c'est pour une fois une technologie qu'ils ont amenée eux-mêmes, et donc ça c'est très très bien, et ils devraient faire ça pour beaucoup plus de choses. Autre cas de figure où la FMF ne vous aidera pas vraiment, c'est quand vous allez avoir du ray tracing d'activer. Par exemple, ici avec la 6700 XT, j'ai mis le ray tracing en médium. Là la FMF est activée, et on voit qu'on arrive à peine aux alentours des 60 FPS. Et là, ça veut dire qu'on est aux alentours des 20, 25, voire 30 dans le meilleur des cas, de base, sans la FMF. Et là, on ressent fortement, je dirais, la latence, puisqu'il y a un temps de réponse vraiment mauvais entre le moment où je donne un ordre avec le stick et ce qui se passe à l'écran. Et en plus de ça, on voit qu'il y a quand même pas mal d'artefacts à l'écran. Au niveau de la qualité d'image, c'est moins bon que du 30 FPS classique, puisqu'on a l'impression que ça rajoute une sorte de flou plutôt que de la fluidité. Donc la FMF, ça ne vous aidera pas à passer de 30 à 60 FPS, par exemple. Il faut vraiment avoir plus de 60 FPS de base pour que ce soit exploitable. Mais bon, ça c'est un problème inhérent au Frame Generation, hein. Ça fait la même chose pour le DLSS FrameGen ou le FSR FrameGen avec une implémentation officielle. Il faut avoir un nombre de FPS de base suffisant pour que ce soit agréable à l'utilisation, ce qui n'est pas le cas ici. Autre point qui peut aider à la stabilité des FPS avec la FMF, c'est de mettre un cap au niveau des FPS à un niveau inférieur à celui du taux de rafraîchissement de votre écran. Par exemple, mon moniteur fonctionne à 165 Hz, l'idéal avec la FMF, ce serait de mettre par exemple un cap à 81 FPS. Pour mettre un cap avec vos FPS, il faut utiliser des programmes type RTSS ou Special K par exemple. Les overlays ou les réglages dans les moteurs des jeux, ça fonctionnera pas forcément. Donc là on voit que j'ai mis 81, on voit que c'est passé à 81 ici. Comme la FMF est activée, du coup on va passer à 162. Donc là, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau du tearing, puisqu'on est dans la plage, je dirais du taux de rafraîchissement de l'écran pour le FreeSync, et ça évite aussi certains stutters. Donc au niveau du rendu, c'est un petit peu mieux que de laisser la FMF tourner dans libre en fait. Malgré tout, ça n'empêche pas que ça va faire des chutes de FPS quand on va bouger la caméra. Ça, y a rien à faire, c'est la technologie qui fonctionne comme ça, et ça reste malheureusement pour moi le plus gros problème de la FMF.
Je préfère les mods FSR3 dont on en parlait il n'y a pas très longtemps, et les implémentations officielles bien évidemment. Donc la FMF, c'est très sympathique, mais il faut vraiment avoir des cas de figure où c'est intéressant. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon, c'est dans les drivers, vous pouvez l'activer, vous pouvez l'essayer, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, à vous de vous faire votre propre idée aussi. Donc bref, la 7600 XT, alors, on retrouve un petit peu les mêmes forces et faiblesses qu'avec la 4060 Ti 16Go en fait. Alors clairement, hein, les cartes avec 16Go de VRAM sont meilleures que les modèles avec 8, puisque dans certains jeux, il y a quand même de gros gains de performance quand la VRAM est saturée, quand on n'a que 8Go de VRAM, et ce sont des cartes qui vieilliront probablement mieux aussi, et c'est vrai que dans certaines applications professionnelles, les 16Go de VRAM sont un argument qui peut être important aussi. Par contre, c'est vrai que pour la 7600 XT, ben, tout ça c'est accompagné d'une augmentation de la consommation quand même un petit peu excessive je trouve, vu le peu de performance en plus qu'on a en moyenne. Et on arrive comme bien souvent au problème, surtout du tarif, et de la pertinence de mettre autant de VRAM sur des cartes de ce calibre-là aussi. Est-ce que ça vaut le coup de payer quasiment 25% de plus pour la 7600 XT à 365 € face à la 7600 à 290 €? Bah, c'est vrai que si on regarde le coût à la frame, la 7600 XT est très bas dans la liste. Il n'y a que la 4060 Ti 16Go qui fait pire, avec aussi la 770 d'Intel qui a un très mauvais prix actuellement en Europe. Et d'un pur point de vue performance-prix, c'est pas bon du tout. Et c'est particulièrement flagrant face à la 6700 XT, qui est quand même bien mieux placée, même au tarif actuel, puisque quand on sait que la 6700 XT était trouvable assez facilement ces derniers mois, autour des 330 €, voire parfois moins, bah, le tarif de sortie de la 7600 XT est d'autant plus décevant. Donc ici encore, hein, ce qui va pas, c'est le tarif. Pour faire sens, bah, cette 7600 XT aurait dû venir remplacer la 7600 de base pour le même tarif, et amener par la même occasion une baisse de prix de la 7600. Pour moi, hein, la 7600 XT, c'est pas franchement une carte qui donne très envie pour pas loin de 400 €, 16 Go de VRAM ou pas, surtout tant qu'il reste de la 6700 XT au même tarif. Alors du coup la question, bah, c'est pourquoi est-ce qu'AMD sort cette carte là maintenant? Alors déjà, hein, il y a quand même un fossé assez énorme dans la gamme RDNA 3 actuelle entre la 7600 et la 7700 XT. Il y a environ 40% d'écart au niveau des performances pour pas loin de 70% d'écart au niveau du tarif, et jusqu'ici, bah, il y avait une carte qui se positionnait entre les deux, en performance et en prix, c'est bien évidemment la 6700 XT qui était assez solide quand même sur son segment. Des performances un cran au-dessus de la 7600 avec 12 Go de RAM et pas de grande concurrence non plus en face d'elle. Mais de ce qu'on en voit et entend dire aussi au niveau du stock, bah, la 6700 XT disparaît petit à petit des étals. On en trouve encore, mais quand même beaucoup moins qu'avant et les prix ont eu tendance à remonter, donc ça sent quand même pas mal la fin de stock, comme ça avait été le cas pour les 6950, 6800 XT avant, donc on voit que Navi 22 et RDNA 2 en général, bah on arrive un petit peu sur la fin. Et donc bah, il fallait une carte pour faire la passerelle sur RDNA 3, d'où l'apparition de cette 7600 XT, même si les promos sur les 7700 XT qu'on a vu passer il y a quelques jours aux États-Unis bah, posent question également, puisqu'à 350 $, la 7700 XT est beaucoup plus intéressante que la 7600 XT à 330 $. Enfin, imaginez, hein, si chez nous on trouvait de la 7700 XT à 380 € par exemple, ce serait un banger absolu dans le marché actuel. Malheureusement, on n'en trouve pas ce tarif-là chez nous pour l'instant. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a un tarif de base aussi élevé? Bon, je pense qu'AMD nous fait ici encore du AMD, à savoir un produit qui sort à un tarif trop élevé pour baisser dans le commerce très rapidement, sans pour autant, je dirais, baisser le tarif officiel. Ça semble être un petit peu la stratégie d'AMD depuis quelques temps, que ce soit pour les processeurs ou les cartes graphiques. On n'a aucune annonce de baisse du tarif officiel, mais on a des périodes de promo. Elles arrivent généralement très vite, et elles finissent jamais vraiment en fait. Le tarif de base reste le même, mais on trouve très régulièrement des cartes ou des processeurs à des tarifs beaucoup plus bas, et c'est là qu'il faut les acheter en fait. Donc ici, je m'attends à ce que la 7600 de base baisse de prix, un petit peu plus franchement, à mesure que les 6650 XT et 6600 se font de plus en plus rares aussi, avec la 7600 XT qui suivra probablement en baissant de tarif aussi, ainsi qu'une baisse de prix pour quasiment toutes les cartes plus haut dans la gamme de manière progressive là aussi. Que là, par exemple, je pense que le coût des 7700 XT en baisse de tarif aux États-Unis, c'est aussi pour un petit peu tâter le terrain, voir à quel tarif les cartes se vendent très bien, pour peut-être se réajuster un petit peu au-dessus, pour voir un petit peu où ils peuvent les vendre. Donc bon, cette 7600 XT pourrait valoir le coup sur son segment, mais pas avant qu'elle baisse de tarif autour des 300 € chez nous, voire moins, surtout si la 7700 XT descend enfin autour des 400 €, voire moins, qui est le tarif où elle aurait toujours dû se trouver.
Sinon, pour la quantité de VRAM, alors évidemment, c'est toujours bien d'en avoir trop que pas assez. Et clairement, bah, on est plus tranquille pour l'avenir avec 16 Go de VRAM plutôt que 8. Mais même pour la suite, bah, quand on voit les performances actuelles des 7600 et 7600 XT, bah, ça va quand même être difficile de jouer au-dessus du 1080p sans upscaling et avec des concessions. Et c'est vrai que dans les jeux les plus lourds actuels, même en 1080p, bah, les 7600 ne brillent pas spécialement non plus dans le test. Et on n'est même pas en détail ultra la plupart du temps. Donc 16 Go de VRAM ou pas, bah, il faudra faire des concessions avec toutes les cartes qu'on a vues dans le panel aujourd'hui assez rapidement. Donc est-ce que ça vaut le coup de mettre plus de 350 € pour une carte qui sera dépassée assez rapidement, je dirais? Personnellement, je trouve pas. Et c'est un petit peu là tout le problème des cartes sur l'entrée de gamme à l'heure actuelle. Ça stagne beaucoup trop sur le performance-prix. On est toujours autour du niveau de performance de la RTX 3060 à 10-20% de performance en plus ou en moins, selon les cas, pour un tarif au final assez proche, tout en sachant que la 3060 était elle-même très proche du performance-prix de la 2060 Super. Ça fait pas énormément d'évolution depuis plus de 5 ans maintenant. Et quand on sait qu'en occasion, on trouve des 3080 ou 6800 XT pour moins de 400 €, alors je sais que pour certains, à l'occasion, ça fait un petit peu peur, mais entre une 7600 XT et une 6800 XT ou une 3080, on parle de 60% de perf en plus. Il n'y a même pas photo sur le performance prix et sur la durée de vie des cartes aussi. Donc si je devais acheter une carte à l'heure actuelle dans ce segment tarifaire là, entre 300 et 400 balles, c'est plus des 3080 et des 6800 XT que j'essaierai de trouver d'occasion. Et pour des cartes en dessous de 300 balles, j'essaierai de trouver des 6700 XT d'occasion ou des 3060 Ti, voire 3070. Ça se trouve autour des 250 balles. Faut chercher un petit peu, faut se donner un petit peu de mal, mais ça vaut clairement plus le coup que toutes les cartes qui sont sur le marché actuellement dans ce segment de tarif là. Alors certains se demanderont aussi peut-être pourquoi 16 Go de VRAM et pas 12 pour la 7600 XT. Alors je rappelle, tant qu'on n'a pas des puces de VRAM à plus haute densité, on peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la quantité de VRAM sur les différentes cartes. On est limité par la taille du bus mémoire, c'est mathématique. Avec un bus 128 bits, on est obligé d'avoir 4, 8, 16, 32 Go de RAM, c'est des multiples à chaque fois. On peut pas non plus juste augmenter la taille du bus mémoire, ça voudrait dire une puce totalement différente, et on design pas une puce en plus comme ça d'un claquement de doigts. Les designs des différentes cartes, ça se prépare des années à l'avance, ça coûte très cher au niveau du design, au niveau des tests, au niveau de la fabrication et des fonderies aussi, il faut faire des masques et tout ça. Donc faire tout ça juste pour une référence de carte en plus, c'est totalement irréaliste. C'est pour ça que les fabricants font des refresh de design existants, c'est ce qui est le plus simple, et ce qui est le moins cher aussi. Donc au final, la 7600 XT, alors la carte en elle-même pour du 1080p, ça fait le boulot, et bien sûr elle est mieux que la 7600 classique, tout comme la 4060 Ti 16 Go est une meilleure carte que le modèle 8 Go, pour autant. C'est vrai que mettre autant de VRAM sur une si petite carte, c'est encore moins logique que pour la 4060 Ti, mais comme d'habitude, c'est le prix qui rend le produit intéressant ou pas, et au tarif de sortie, ça ne l'est pas vraiment, surtout quand on avait la 6700 XT qui est un meilleur produit pour moins cher depuis quasiment un an. Donc on attend toujours beaucoup mieux sur ce segment du marché, qui est quand même bien triste depuis maintenant trop longtemps, je trouve. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez me soutenir, il y a des trucs pénibles de YouTube, il y a aussi la page Ko-fi de la chaîne pour ceux qui veulent et peuvent me soutenir directement. Et un grand merci pour tous ceux qui le font et pour tout type de soutien en général, ça m'aide vraiment énormément. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!